Merci de l'invitation. Donc, je vais vous partager pas une revue, disons, de la littérature, mais ce que moi j'en retire et mon positionnement dans tous ces débats. Enfin, moi je suis donc prof à la VUB, où depuis avant 2000 en fait, parce que c'est l'année 2000 qui pour nous a été une année pivot aussi, mais donc avant, dans la préparation de l'année 2000, on a fondé ce groupe de recherche qui s'appelle Cosmopolis, et qui justement, depuis là d'ailleurs, enfin actuellement il y a plus de 40 personnes qui travaillent, 40 chercheurs, et qui s'est occupé en fait d'étudier plutôt la ville comme urbanité. En réalité, quand je veux dire, mon objet, ma fascination, en fait, c'est d'essayer de définir l'urbanité, que j'ai définie d'ailleurs comme une nouvelle forme de société, une société post-nationale. Bon, alors, qu'est-ce qu'une ville? D'abord, moi je pense qu'il est important de faire la différence, ce qui a été bien montré aussi dans la présentation, entre les villes antiques, les premières villes, et puis ce qui actuellement, quand on parle de ville, c'est en réalité la ville post-médiévale, la ville commerciale, comme ça a été désigné. Donc c'est une concentration de gens, beaucoup de personnes sur un espace limité, et des gens qui font des choses différentes. Donc en réalité, pour avoir une ville, il faut avoir une division du travail. Et donc, un des grandes polarisations par rapport à la ruralité idéalisée aussi, c'est justement cette nécessité de combiner des gens qui ont pas la même expérience de vie, qui n'ont pas la même profession, et qui donc doivent être coordonnés par l'échange beaucoup plus que par l'identité. En réalité, dans une communauté traditionnelle, ancien régime, on peut dire, les gens vivent en gros la même vie. Et donc ont en gros la même expérience, et c'est à partir de cette expérience que Durkheim appelait la conscience collective, en réalité, naissait. Une conscience collective dans une ville est construite, ne naît pas de l'expérience de l'expérience. Et donc, bien au contraire, je vais en arriver plus tard, bien au contraire, si on organise la conscience collective à partir de l'expérience vécue, on en arrive à la communauté, à la communautarisation qui fait problème justement à faire ville. Donc, beaucoup de gens qui font des choses différentes avec la division du travail et donc ouvertes à l'échange. Et cette ville commerciale, comme ça a été bien expliqué, s'est agrandie au XIXe siècle avec l'industrialisation et qui a d'ailleurs produit d'autres formes d'urbanité. Mais en réalité, je pense que le XXe siècle, et surtout chez nous, est un siècle anti-urbain. Je pense que la conscience dominante dans notre pays est anti-urbain, est suburbain, où l'on a combiné en réalité les bienfaits de la société, de l'état de providence, de l'augmentation du niveau de vie, qui a amené les gens vraiment à quitter les quartiers populaires pour aller habiter en périphérie, et en même temps, la nouvelle industrialisation après la Deuxième Guerre mondiale a été consciemment anti-urbaine, et surtout au nord du pays où la nouvelle industrialisation s'est faite. L'industrie a été mise in the middle of nowhere, à Yale, à Tessenderlo, etc. Et on a fait une politique de logement pour maintenir les gens dans les paroisses, disons, où ils étaient nés, ou même idéalement où leur grand-mère était née.
avec un aménagement du territoire qui est absolument pas durable actuellement, qui est un des grands problèmes actuellement, des deux côtés du pays d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est cet idéal de vie dans une maison monofamiliale, isolée, à 30 mètres de la route, avec un jardin privatif, dans un aménagement où il est impossible d'organiser un bon transport en commun. On ne peut pas faire arrêter le bus tous les 5 maisons et puis penser qu'il arrive encore au terminus à temps. Donc, en réalité, notre modèle, et donc je dis, parce que il y a les bons et les mauvais dans les histoires, la classe ouvrière, hein, le peuple préfère aussi ce mode de vie, en réalité. Hein. Donc, en fait, dans la lutte de classe, hein, il faut voir quelle est, disons, la portée émancipatrice de certaines expériences. C'est plutôt ces gens-là aussi qui sont très intéressés à ces 4x4 actuellement, qui viennent travailler en ville avec des mi-camions qui ne servent à rien sauf à écraser les enfants dans les rues. Et donc, en fait, bon, il y a cette suburbanisation et cette mentalité-là, et qui, selon moi, mène actuellement, au niveau artistique, au niveau mental, au niveau de la carte mentale, à une polarisation, un conflit croissant entre deux modèles, en fait, qui vont devenir, je pense, des modèles de société. Parce que, donc, entre-temps, je vais vous donner quelques chiffres quand même sur Bruxelles. Entre-temps, les villes ont changé profondément. À Bruxelles, en 1968, il y avait 1 50 000 habitants. Quand je parle de Bruxelles, je parle 19 communes. Hein, je parle de ce qui est devenu après Bruxelles, la région Bruxelles-Capitale. 1 50 000. Au milieu des années 90, il y avait 950 000. Il y a une perte nette, donc, une perte nette du nombre de la population démographique de 100 000. Ce qui veut dire qu'à peu près entre 300 et 400 000 personnes ont quitté Bruxelles et ont été que partiellement remplacées par des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants qui étaient en majorité, qui venaient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi une caractéristique de la ville. La majorité des gens vient d'ailleurs, en réalité. Donc, les autochtones dans une ville, c'est difficile. Dans un pays, on peut, mais dans une ville, c'est difficile à déterminer. Et en fait, c'est depuis 2000, la fin des années 90-2000, que le boom démographique s'est lancé, que depuis lors, on a gagné 200 000. On est actuellement à 1 200 000 habitants à peu près, et ça continue à augmenter. Mais la composition sociale et socioculturelle de cette ville a pour autant aussi fortement changé. 1/3 des Bruxellois actuellement n'a pas de carte d'identité belge, et un autre tiers sont des nouveaux Belges, ont une carte d'identité, mais pour autant ne sont pas devenus disons, culturellement des nationaux des deux côtés. Et donc, en réalité, pendant toute cette période-là aussi, la Belgique, qui, devenant indépendant d'abord de la France, enfin, de la France pas tout à fait, quand je vois les références sur Paris, donc ça, c'est... disons, la ville créative doit d'abord, surtout en francophonie belge, devenir créatif et un peu couper le cordon ombilical avec la France. La revue politique, d'ailleurs, va en février éditer un dossier spécial sur ce rapport spécifique entre la francophonie belge et la grande sœur là, qui n'est pas actuellement le grand exemple. Hein. J'espère que vous êtes conscient que si on doit retirer les exemples du Sud, on est mal placé. Donc, enfin, heureusement que je suis un Bruxellois, un vrai Bruxellois, mais enfin qui vient aussi d'ailleurs, mais
de l'autre direction, comme vous pouvez l'entendre à mon accent que je cultive, pour que le sens de l'autre soit présent quand même quand je parle. Donc Bruxelles a changé pendant une période où, disons, l'État-nation qu'on a voulu créer en 1830, la nation, disons, chrétienne francophone, n'a pas marché pour des raisons différentes, mais entre autres parce que la majorité de la population de ce pays parlait une autre langue et que donc c'était que les élites qui parlaient le français en fait. Et donc il y a eu la question linguistique qui est devenue une question culturelle, qui est devenue une question nationale et qui maintenant livre un parti indépendantiste comme plus grand parti de ce pays, et donc qui a été aménagé par la fédéralisation. Mais la fédéralisation, en combinant deux visions ou deux aspirations différentes. En réalité, le nord du pays voulait l'autonomie culturelle. Le sud du pays, là, la question était surtout l'autonomie régionale pour des raisons socio-économiques. Et on a combiné cela en Belgique en ayant les trois régions, en ayant les 3 communautés, et qui donne cette exception, assez mal construite d'ailleurs, de Bruxelles, qui est devenue la seule ville au monde sans compétences culturelles, et où 2 pays limitrophes, en réalité, opèrent avec leur politique culturelle, leurs centres culturels, leurs écoles. Et donc, ça, c'est les pays limitrophes qui opèrent ici, et on peut dire aussi, disons, l'Arabie Saoudite et la Turquie nous payent nos mosquées, et comme ça, tout ce qui a lieu à la construction de la vision mentale vient par d'autres pays qui ont une conception communautaire, en réalité, de faire ville. Et donc, qui importe, je pense, une vision, une culture qui est anti-urbaine, en réalité. Donc, je dis, la communautarisation pose problème, c'est vrai, j'en parlerai, la communautarisation à Molenbeek pose problème, et qui va leur expliquer, la communauté française ou la communauté flamande. En réalité, on a construit la notion de société à partir d'une vision communautaire, et je pense que ça pose vraiment problème. Donc, Bruxelles, actuellement, est polarisée entre une réalité socio-culturelle totalement différente que, disons, la représentation institutionnelle. Je vais donner aussi quelques chiffres ici dans le baromètre de l'emploi des langues. Parce qu'en réalité, la langue maternelle, ça c'est bon pour les statistiques, mais il y a peu de gens qui vivent dans leur langue maternelle, en fait, surtout dans le cas de Bruxelles. Quand on demande aux gens quelle est la langue que vous parlez, disons, dans laquelle vous passez votre vie, en gros, il y a plus 50% de Bruxellois qui le vivent en français. 47, je pense, si ma mémoire est bonne, 18% le font en anglais, puis 13% en néerlandais, et puis d'autres langues qui arrivent. Mais ces données-là sont encore plus intéressantes. Si on demande aux gens quelles sont les langues que vous parlez bien ou très bien, on voit que le français reste, et restera d'ailleurs, la lingua franca de ce pays. Où, disons, dans les 2 autres tests, il y a 10 ans, ils ont commencé ces recherches, c'était en 95, actuellement ce n'est que 84, donc ça descend. Mais enfin, le français restera la lingua franca. Je vous parlerai tantôt ce que ça veut dire être une lingua franca. Je vous annonce déjà qu'on se parle en français, mais ça veut, puisque je vous cause en français maintenant, vous ne pouvez pas imaginer immédiatement que j'ai lu Molière ou Racine, ou que je connais les grandes dates de la Révolution française. La lingua franca, c'est un moyen de communication, mais ce n'est pas nécessairement une culture partagée.
Donc c'est un élément très important, je pense, pour le type de problématique que vous avez ici. Et donc, enfin, dans ces statistiques d'ailleurs, ce qui, moi, me frappe le plus, c'est que quand on demande aux gens quelle est la langue que vous parlez dans le ménage, à la maison, il n'y a que 5,5% des ménages qui ne parlent que le néerlandais. Et d'ailleurs, on ne peut même pas dire que c'est tous des ménages flamands, parce qu'il y a d'autres qui parlent le néerlandais sans nécessairement être un ménage flamand. Il n'y a que 33% de ménages qui ne parlent que le français. Donc, la grande caractéristique pour Bruxelles, c'est que 61% des ménages parlent dans leur intimité, autour de la table, dans le lit, etc., des langues différentes, qui se parlent avec un arrangement, enfin, ces arrangements sont différents. Donc 61% des ménages, et c'est la fraction qui augmente. C'est ça la caractéristique d'une ville comme Bruxelles. Et si ces ménages ont un petit enfant, ils n'ont que le choix de l'envoyer dans l'enseignement francophone ou dans l'enseignement flamand. Hein, parce que l'État belge nous refuse d'organiser une éducation, une école multilingue, sauf pour les élites européennes, parce que eux les écoles européennes sont des écoles multilingues. Et donc, ce qui s'annonce déjà, ce qui sera, disons, mon vrai propos, c'est la tension entre l'État sous sa forme nationale, l'État-nation, et la ville comme urbanité. En réalité, ce qui est fortement présent à Bruxelles, c'est l'impossibilité dans les formes instituées, dans les partis politiques, dans les maisons de culture, etc., de représenter le social, le socio-culturel et même le socio-artistique de la ville. L'institutionnel fait problème et fait pas partie de la solution. Représente toujours mal ce qui est réellement la rue, on pourrait dire, ce qui est réellement la sociologie. Alors tout cela n'est pas une caractéristique spécifique pour la Belgique. Ce qui fait, c'est pour ça que j'ai écrit pas mal de livres sur Bruxelles, mais c'est dans le sens d'essayer de cette recherche de c'est quoi une ville, c'est quoi l'urbanité. C'est un cas d'étude exceptionnel en fait, parce que c'est une petite ville, mais quand même une ville-monde avec cette mission de devenir capitale de l'Europe d'un côté, et puis avec deux États en formation qui opèrent la reproduction socioculturelle. C'est assez exceptionnel, et qui tous les deux sont en plus en minorité. Hein, c'est-à-dire, c'est une ville qui doit se construire sans une référence nationale. Et donc, dans ce sens, Paris, non, je ne vais pas dire Paris, mais Berlin, Londres et d'autres, Londres n'est pas tout à fait l'Angleterre, Berlin n'est pas tout à fait, disons, l'Allemagne. Tout cela s'émancipe disons, c'est plus que la nation. New York, c'est plus que l'Amérique. C'est pour ça qu'on aime plus New York que l'Amérique en général. Je pense que cette urbanité-là échappe, mais quand même est fortement contrôlée, encore plus contrôlée que Bruxelles par cette construction étatique. Donc, tout cela, maintenant, s'inscrit, comment dire, la ville est devenue la norme et n'a jamais été la norme dans l'histoire, disons, de la modernité ou du système monde qui s'est construit pendant 5 siècles actuellement. Au début du XXe siècle, 10% de la population mondiale vivait en ville. Actuellement, plus de la moitié, et dans les continents les plus développés comme l'Europe, c'est 3/4 de la population. Et en nombre, naturellement, la population a augmenté. Ça fait à peu près 220 millions humains qui vivaient dans des villes en 1900. Actuellement, ça fait presque 5 milliards. Donc, en réalité, nous sommes en train de devenir, ou nous sommes devenus des animaux urbains sans le savoir. Hein. Je pense qu'au niveau artistique, culturel, carte mentale, on reste des ruraux
ou des suburbains en réalité. On se donne pas les moyens de vraiment rentrer dans la complexité urbaine comme on l'est. Et donc la mondialisation actuellement, depuis 30-40 ans, change vraiment la donne. Parce que la mondialisation, qui échappe d'un côté au contrôle de l'État-nation, il est clair que la construction, d'après Waterloo, d'avoir, disons, organisé territorialement selon une base, ça c'est une invention européenne, hein, je veux dire, on pourrait peut-être une fois s'imaginer qu'est-ce que ça aurait donné si Napoléon aurait gagné à Waterloo et qu'on n'aurait pas appliqué le congrès de Vienne, on aurait eu une autre Europe, hein, peut-être les Français penseraient que c'était une Europe francophone, qui est une grande France. Je ne le pense pas en réalité. On aurait eu plutôt un empire en fait multiculturel, et pas cette idée-là qui est l'idée européenne, c'est de contenir dans un territoire bien délimité un peuple qui en gros, et s'il ne l'a pas automatiquement, on le force de l'avoir, qui en gros doit avoir la même culture. Donc un peuple, une langue, une culture, c'est ça l'idée de l'État-nation. Ça nous a pris un siècle, le siècle des Lumières, en fait, de penser la possibilité de vivre ensemble sans partager la religion. La majorité de la population mondiale n'est pas encore convaincue de cela, mais nous, on pense que c'est un élément essentiel de la modernité. Donc, pas de religion d'État. C'est plus ou moins réussi, on pourrait dire, plus ou moins. La reine d'Angleterre est toujours encore la patronne d'une église d'État. Chez nous, la majorité de nos enfants sont éduqués par des écoles inspirées par l'Église. Donc, en fait, il y a des travaux encore pour vraiment séparer l'Église et l'État. Mais enfin, pas de religion d'État. Mais on a remplacé cela au XIXe siècle par une culture d'État. En fait, la culture, et c'est dans les analyses qu'il faut faire, la culture est en fait question d'État. Littéralement question d'État. Et donc, quand on est critique par rapport au marché, aux éléments de commercialisation, que je suis autant, je pense qu'on pourrait avoir la même attitude critique par rapport aux effets qu'a, disons, la domination de l'État dans la culture. Peut-être lié dans des cas comme ici par des ou un parti politique aussi. Et donc où la culture est instrumentalisée quand même dans une vision, disons, sociopolitique de comment faire société. Je pense que la mondialisation met en cause ce système. Le système des États-nations du XIXe siècle n'est plus fonctionnel pour différentes raisons. C'est-à-dire le marché et donc les interactions économiques dépassent largement les États, même les grands États. C'est presque plus possible de réguler le marché à ce niveau-là. Et donc l'État devient subordonné au marché, doit soutenir, c'est ça qui s'est passé, doit soutenir la compétitivité de ses propres opérants sur un territoire qui est plus grand en réalité. Et donc ça a changé aussi le personnel, le politique, je ne vais pas rentrer là, mais les États-nations ne sont plus fonctionnels. Je pourrais, peut-être dans le débat, mais enfin, quand on regarde les grands défis comme le changement climatique, on fait des accords, 20 ans après Kyoto, les émissions sont supérieures. N'ont pas diminué, sont supérieures. Donc les États, en réalité, ils négocient, ils signent et puis ils n'appliquent pas. Donc si on veut sauver la planète, on va devoir trouver d'autres registres, d'autres territoires, en fait, pour changer les choses. Et donc, on voit que le rapport entre la forme de la société, qui devient de plus en plus urbaine,
et la forme de la politique et de la démocratie qui reste encore État-nation. Pour moi, la grande crise de l'Europe, c'est qu'on a essayé d'unifier pas mal de choses, le marché des éléments de justice, de police, de contrôle de qualité de nos boîtes de conserve, etc., mais qu'on a refusé, absolument refusé, d'européaniser la culture. Il n'y a pas d'université européenne, il n'y a pas de grandes opérations culturelles européennes. Il est impossible de se représenter européen. Et donc, on continue à nous forcer d'avoir un rapport à l'Europe. Nous et l'Europe. La France et l'Europe, l'Angleterre et l'Europe. Nous, mais le nous, c'est jamais l'Europe. C'est qui les Européens dans l'histoire, nous et l'Europe? Ça reste une bureaucratie abstraite et la culture, et l'État donc, la culture d'État, en fait nous refuse de nous représenter. Tandis qu'entre nous soit dit, il serait beaucoup plus facile d'être d'un côté bruxellois et de l'autre côté européen. Et donc, moi, dans mon attitude citoyenne, je dis, la ville est plus proche du monde ou du continent que le pays. Dégagez pays, dégagez État-nation, dégagez culture nationale, vous nous empêchez de voir et d'exprimer la complexité réelle. Et donc, essayons là j'ai, depuis quelques années déjà, je véhicule cet adage, une ville n'est pas un pays. Alors, essayons de voir en quoi une ville n'est pas un pays. Je pense qu'un pays, la culture nationale, s'exprime ou se construit à partir de l'illusion ou la construction d'une histoire commune. Le pays a une histoire. Cette histoire est racontée. On sait qu'elle est racontée partiellement par la vérité, partiellement en assemblant des choses, en mettant par exemple Geoffrey de Bouillon, le premier roi de Jérusalem, sur son cheval au milieu du XIXe siècle au Mont des Arts, pour montrer comment déjà à la première croisade, en fait, la Grande Belgique était en formation. C'est comme ça qu'on construit en fait l'histoire commune. Mais c'est dans l'histoire commune que l'identité imaginaire, culturelle se construit. L'identité, c'est la continuité dans l'histoire. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette boîte-là, en fait, que la représentation et la démocratie représentative, mais aussi la représentation culturelle, artistique, se reproduit de façon dynamique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innovation, qu'il n'y a pas de créativité, mais je dis qu'on doit maintenir d'une certaine façon la continuité. Briser la continuité culturelle est très difficile aussi pour les opérateurs culturels. Ils font toujours référence, donc on joue du Shakespeare actuellement en référence de celui qui a joué Shakespeare hier et avant-hier, et comme ça. Donc la continuité, l'identité, la représentation, le répertoire, le canon, tout ça se tient d'une certaine façon. Et donc on se renferme dans un territoire, parce que tout ça est contenu dans un territoire. Avec une autre illusion, c'est que tous les gens dans le territoire sont à peu près de la même sorte, et tous ceux, la grande différence commence ailleurs. Et donc c'est ça le grand problème, disons, des nationalistes du Nord dans ce pays, des chauvins du Sud du pays, c'est qu'ils peuvent difficilement territorialiser, parce que pour eux, naturellement, Bruxelles, c'est leur problème. Moi, j'ai écrit un article une fois, Bruxelles est la solution, en fait. Mais c'est leur problème. Hein. Bruxelles, c'est le problème des Flamands et des Wallons. C'est pas notre problème, en fait. C'est ceux qui veulent territorialiser une certaine communauté pour avoir, disons, une uniformité intérieure, ce qui va leur poser problème d'ailleurs, parce qu'actuellement, à Anvers, la majorité des élèves dans le primaire ne parlent pas le néerlandais à la maison. Et donc, ce serait bien qu'Anvers regarde un peu Bruxelles, parce que dans 10 ans, ce sera Bruxelles, et alors dans un territoire, et pour Liège, pour Charleroi, les mêmes tendances se font, même si ce n'est pas les mêmes pourcentages qu'à Bruxelles, mais au point de vue, disons, de représenter quoi, avec quel référentiel,
en réalité, le répertoire ne fonctionne plus. Et donc, on voit aussi dans les milieux artistiques qui font vraiment de la créativité, c'est d'abord de déconstruire le répertoire et de produire autre chose. Donc, une culture nationale, histoire commune, identité, représentation. La démocratie, d'ailleurs, n'est réfléchie que dans ce cadre-là. On n'a pas encore de théorie pour une démocratie mondiale ou continentale. On continue à faire des élections européennes à partir de constituants qui restent nationaux. Il n'y a pas de parti européen. Il y a le local national, disons, ou communautaire d'un certain courant. Et on envoie nos parlementaires européens, mais on n'est pas autorisé de trouver un Allemand ou un Italien meilleur que... enfin, je ne dirais pas un Belge, parce que c'est même pas un Belge qui est représenté, hein, un francophone ou un flamand. On doit choisir dans notre peuple pour représenter l'Europe. Alors, une ville, si à Bruxelles, par exemple, on doit commencer à faire la cohésion sociale de la pensée à partir de racines communes, on est perdu avant de commencer. On n'a pas de racines communes. 2/3 de la population n'ont pas de référence belgo-belge, et les Belges entre eux se disputent c'est quoi l'identité, c'est quoi l'histoire, etc. Et ont besoin de deux partis, de se refuser d'ailleurs d'avoir du multilinguisme sur les partis, parce que ça brouillerait les cartes. Donc il y a un apartheid constitutionnel. Hein. Il est impossible de faire des listes multilingues à Bruxelles. Donc, si ça aurait été l'Afrique du Sud, on aurait eu des manifestations. Ici, c'est la normalité de la représentation. Vous pouvez, chers Bruxellois, vous pouvez vous représenter, mais c'est ou bien ceci ou bien cela. Hein, c'est pas le Zinneke, ça c'est interdit. Donc, la purification ethnique d'abord, et puis vous pouvez vous penser là-dedans. Donc, la ville se construit, la cohésion sociale d'une ville est un destin commun. C'est-à-dire, on vient de partout, on est différent. La différence n'est pas seulement division du travail, mais est devenue vraiment multiculture, multilingue. Et donc, on doit se faire un destin commun. Et donc, à l'opposé du pays, la ville se construit à partir d'un projet. C'est aussi construit. C'est aussi avec une certaine sélection. Mais au niveau de la carte mentale, en réalité, c'est le futur. C'est dans le futur que se projette le lien social, et pas dans le passé, parce qu'il n'existe pas dans le passé. Tandis que le pays se construit sur la continuité du lien du social du passé. Et donc une ville comme Bruxelles n'a pas d'identité forte, ou n'a pas une identité. Parce que c'est hybride, c'est métissé, ça se construit, c'est bricolé, et ça retombe. On est tous très heureux chaque fois que la Zinneke-parade sort, parce que là, on se représente, et le lendemain, il n'y a personne qui sait raconter ce qui est vraiment l'histoire. C'est quelque chose qui se construit, qui est émergent, et qui n'est pas très stable. Ce qui est très bon, d'ailleurs, je pense, pour des intellectuels ou des artistes, en réalité, une représentation instable, parce que c'est quand même ça qui fait notre métier. Donc, futur, hybridité, et cela ne peut pas être représenté. C'est pour ça que la crise de la démocratie représentative est typiquement urbaine. Et que donc, pour construire une ville, il faut la participation, il faut la coproduction. On ne peut plus, ce n'est pas parce qu'on est élu bourgmestre qu'au nom du peuple, enfin je dois vraiment expliquer ça à beaucoup de politiques encore, parce que cette idée de représentation, nous on est la démocratie parce qu'on est élu, hein, la prépondérance de l'élu, et donc on décide, parce que la participation, ce n'est que pour ceux qui prennent la parole, et puis nous on représente ceux qui ne prennent pas la parole, enfin c'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais voilà, donc je pense que la participation, la coproduction est nécessaire dans cette construction d'un futur commun, et cela se fait beaucoup plus en réseau qu'en territoire. Et donc je pense que cela change, cela divise le champ culturel et artistique.
ou bien on est dans un camp, ou bien dans un autre. Bon, il y en a qui... Mais je pense que c'est une forme analytique, parce qu'en réalité, naturellement, c'est mélangé, ça se rencontre, on ment aux subsides, le KVS doit fonctionner selon les décrets flamands, avec des subsides flamands selon les règles flamandes, mais en réalité, elle fait un théâtre urbain sur un autre ADN. Donc, il y a ce mensonge institué. Moi, quand je fais un projet de recherche en néerlandais qui n'est pas valorisé en flamand, je le traduis en français et je le soumets à la communauté française, ou je le traduis en anglais et j'essaye à l'Europe où il y a 19 communes aussi qui peuvent être intéressées. En réalité, on a cet échange-là qui est un mensonge institué. Et je pense que si on veut être critique, vraiment, il faut être critique, il faut dire ouvertement le rapport qu'on a à la culture, aux institutions, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais il y a les deux choses qui opèrent. Donc si on regarde les musées, si on regarde Barcelone, etc., il serait bien aussi de regarder le contenu et pas seulement la forme des grandes opérations. Il serait bien de regarder, quand on voit la crise de l'enseignement à Bruxelles, de regarder le contenu de cela. Pour moi, c'est une question, oui, de langue, oui, de composition sociale, mais surtout de contenu. Des deux côtés, du côté flamand et du côté francophone, on insère dans la communauté nationale en réalité. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on parle de l'Isère et des tranchées de l'Isère. On continue à raconter à nos enfants que la guerre mondiale s'est passée là, dans ce petit coin, pour défendre la Belgique. Et quand, je sais pas moi, quand Jean rentre de l'excursion, de commémoration, bon, il y a des histoires familiales qui peuvent s'enclencher, oui, parce que grand-père ou l'arrière-grand-père a été 4 ans dans les tranchées et ça fait partie de notre histoire familiale. Mais où était le grand-père de Mohamed n'est pas raconté là-dedans, parce qu'on n'a pas une approche du système monde, on continue à avoir, donc on parle 3 ans sur tout le système hydrologique de la Meuse et de l'Escaut avec les petits ruisseaux qui passent en dessous de notre rue. Et puis après 3 ans, quand on a bien étudié, on dit oui, mais il y a aussi le Danube, il y a aussi... bon, on devrait faire l'inverse, totalement l'inverse. Prenons l'Europe, par exemple, pour ne pas immédiatement, mais incluons d'ailleurs historiquement, l'Afrique du Nord est inclus en l'Europe. Prenons l'Europe et l'Empire romain et regardons ce qui se passe là. Et puis, on a encore le temps, si on étudie bien, de connaître le nom du petit ruisseau dans notre bled. Donc, je pense qu'il s'agit vraiment de changer l'ADN et donc aussi de rompre le rapport entre langue, culture, mode de vie, tous ces automatismes qui sont en fait la construction d'un État-nation. Alors je pense qu'il y a 3 catégories qui sont en jeu pour faire ville ensemble. Il y a d'abord la question, disons, du politique, de l'État. Et là, je suffis à mentionner que tous les référents conceptuels viennent de l'urbain, et pas du pays. Donc la cité, la police, le citoyen, tout ça. Et donc revenons peut-être à la problématique de la construction post-médiévale où la démocratie, où la bourgeoisie, dans le bon sens du terme, est née, et où, pour moi, disons, au niveau culturel, la grande exception européenne et la bonne exception européenne. La mauvaise était d'inventer les États-nations, qui a été par le colonialisme exporté dans tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on doit déconstruire pendant le XXIe siècle et donc réimaginer un monde post-colonial. Mais la bonne expérience a été que c'est le seul continent dans lequel les villes et donc la bourgeoisie urbaine, qui n'était pas seulement les commerçants et les mauvais, qui étaient aussi des artisans, qui était aussi un peuple urbain, a gagné
de l'Empire, a gagné de la féodalité. Il y a eu des villes en Chine aussi, mais là, l'empereur a maintenu le contrôle. La même chose en Inde, la même chose ailleurs. Donc, en réalité, c'est l'urbanité qui a donné la modernité, les arts indépendants, la science moderne, les idées de la démocratie. Donc, regardons quel a été le contexte dans lequel c'est né. Deuxième élément, deuxième registre, c'est les communautés. Moi, je pense que les villes sont par essence multiculturelles et multicommunautaires. Une communauté, c'est un groupe qui se forme autour d'un noyau identitaire. Fair enough. Et donc en français, je dois toujours le dire, en flamand, ça semble évident, mais en français, je dois le dire, les communautés existent. Hein? Même si on ne veut pas avoir de rapport culturel ou de rapport politique avec eux, ils existent. Et donc, ce n'est pas en les niant, en disant, nous on est l'État, nous on fait de la culture pour le peuple individuel, hein, d'ailleurs, individuel, les individus, donc on crée des néolibéraux avec ça. Je pense que la communauté est une réalité. La condition n'est pas d'abolir les communautés, pour faire ville, je veux dire. La condition, c'est que chaque communauté, en commençant avec la communauté instituée, accepte son manque, accepte l'impossibilité de faire société seule, accepte d'étudier, de déconstruire, disons, son manque de totalité. Et je pense que c'est un grand appel à la communauté dominante à Bruxelles, la communauté française, qui pense qu'elle peut faire ville et donc en regardant Paris trop, hein, donc, parce que c'est ça, le mimétisme français, c'est de pouvoir faire la deuxième ville francophone du monde, ce qui n'est pas Bruxelles en réalité. Et donc, pour faire communauté, pour se maintenir en communauté, c'est une communauté avec l'impossibilité d'incorporer l'autre, tant qu'il reste autre. Et donc, j'en arrive à ma troisième, la société n'est pas construite sur la communauté. La société est intercommunautaire, interreligieuse, interculturelle, interlinguistique. Et il faut donc décentrer la socialisation de la communautarisation. Et là, je pense que, oui, la République française nous apprend des choses et est supérieure par rapport au romantisme allemand, on pourrait dire. Hein. Le droit du sol est supérieur au droit du sang. Mais il faut naturellement combiner les deux. Ce n'est pas en niant disons, la communauté, parce qu'alors elle continue à subsister. C'est ce qu'on voit actuellement dans le débat français, c'est de prétendre que la République n'est pas communautaire. C'est de prétendre que la République française est déjà universelle. Et là, naturellement, si on nie la problématique communautaire de la République, ben, on pense que tous les autres se communautarisent et sont le problème. Je pense que là, il y a quelque chose à avoir. Je termine avec cette question de l'espace public. Donc pour moi, l'art, dans tout ça, l'art, mais aussi la recherche, choisit son camp. Donc il n'y a pour moi pas un secteur artistique ou un secteur de recherche. Il y a un positionnement dans ce champ urbain, et donc faire de l'art urbain, c'est autre chose que de faire de l'art communautaire, même s'il se nomme national ou républicain. Et je pense que là, il y a vraiment un positionnement, et on peut d'ailleurs, de façon empirique, regarder les différentes pratiques avec ces lunettes-là. Alors, espace public. Je pense que là aussi, Lefebvre le fait, mais enfin d'autres, Lynn Lofland le fait. Je pense qu'en gros, nous devons triangulariser notre vision au lieu de le dualiser. On vit dans une idée, il y a espace privé et espace public. Dans l'espace privé, on fait ce qu'on veut, sauf quelques éléments de base. Même dans l'espace privé, on ne peut pas s'entretuer. Dans l'espace public, c'est la loi qui gère le comportement. En réalité, il y a naturellement un entre-deux, ce que Lynn Lofland appelle l'espace paroissial, l'espace communautaire. Et le vrai enjeu en ville,
c'est de regarder, disons, parce que la coexistence dans un espace de ces trois. Donc, il y a d'un élément la privatisation de l'espace public, qui n'est pas seulement les méchants commerçants qui mettent leurs terrasses sur... non, la privatisation, c'est aussi les amoureux dans leur bulle qui ne communiquent qu'entre eux, qui privatisent, hein, ou ceux qui pensent que l'espace public est fait pour regarder son écran et ne pas à part. Donc, il y a différentes formes de privatisation qui prend une grande place actuellement. Donc, le lien social dans la rue n'est pas seulement, disons, les bons habitants contre les mauvais gouvernants, c'est les pratiques sociaux qui doivent être stimulées pour que les gens le fassent. Et alors, la question est, qu'est-ce qui régule les pratiques sociaux, les interactions? Et là, on voit vraiment que, disons, le public, naturellement, est le plus ouvert. Le public est le moins déterminé, mais dans la mesure où chaque interaction a des règles et des règles culturelles, en réalité, les espaces sont dominés par des règles particulières. Je ne sais pas moi, si vous avez déjà vécu, si vous avez été au métro, dans le tram à la fin des écoles, ben on voit des classes, en fait, occuper le transport en public. Hein, qui font du bruit, ils occupent l'espace avec leurs règles. Et donc, heureusement, quand on est un peu blanc, on est... enfin, de temps à autre, on fait attention. Mais donc, c'est ça la communautarisation. Hein, c'est ça la communautarisation. On a toujours... Et donc, il est clair, naturellement, que le parvis de Molenbeek, dans un environnement où il y a la moitié des jeunes où il y a d'abord la moitié de la population qui est jeune, la moitié c'est jeune qui est sans boulot et sans infrastructures sportives, culturelles, etc. Et avec des appartements trop petits pour avoir une chambre privée, ben, ces jeunes sont dans la rue et quand on est dans la rue, on commence à réguler le comportement public, à faire des commentaires sur les autres, surtout quand ça peut créer un petit conflit avec les flics. Hein, depuis West Side Story, Officer Krupke est toujours naturellement l'autre dans les sous-cultures. Donc en fait, c'est normal. La vraie question culturelle, pour nous acteurs culturels, c'est comment intervenir à ce niveau-là. Je vais terminer avec un cas très très concret, où je pense que les formules simples sur gentrification, c'est beaucoup trop simple. Molenbeek, aménagement de la place communale, hein, qui est en fait une place d'espace partagé et plus un parking avec une route, etc. Donc ça ouvre tout d'un coup un espace partagé. Alors, posons-nous la question, c'est un espace public, pourquoi faire? Pour qui et pourquoi? Il y a la fraction la plus radicale, enfin très critique, mais sans radicalité constructive, qui dit « Ah, voilà, c'est la grande politique de la gentrification, on a aménagé la place parce que comme ça, les bobos peuvent arriver, etc. » La logique de cette position, c'est dans les quartiers pauvres, il ne faut pas intervenir parce que chaque intervention de services ou d'espace public ou d'aménagement qui améliore va attirer naturellement des gens qui ont besoin ou qui fonctionnent plus dans un milieu meilleur que l'autre. Donc, laissons les pauvres, parce que les pauvres sont les seuls qui peuvent vivre dans des conditions abominables. Ce n'est pas ma position. Hein. Donc, il y a changement nécessaire là. D'autant plus que en dehors même du marché, la sociogéographie de la ville à Bruxelles, trois phrases de cours de géographie sociale. Regardons, donc, quand on regarde la carte de Bruxelles et quand on vous demande quel est le centre de Bruxelles, la majorité des gens vont dire, voilà, Pentagone, hein, le centre historique de la ville, et puis il y a le canal, frontière, et puis il y a les quartiers populaires.
Alors, je vous invite de regarder la carte du métro. Depuis que le métro est devenu circulaire, je vais vous dire ce qui va devenir le centre d'une ville qui va accueillir encore une fois 200 000 personnes, qui a accueilli presque 500 000 personnes en 30 ou 40 ans, qui a une zone métropolitaine de plus en plus importante, qui est connectée avec d'autres villes. Ben, ce centre-ville va être déterminé par la structure de mobilité. Et donc, en réalité, le centre-ville de Bruxelles, au milieu du siècle prochain, va être jusqu'à la gare de l'Ouest. Et alors se pose le problème de deux choses l'une. Qui va occuper ce centre et qui va le fournir culturellement? Ou bien, et la nouvelle place communale est vraiment le pivot actuellement, ou bien c'est la rue d'Ansart, qui est vraiment une gentrification classique, où il n'y avait rien, où même le peuple, disons, pré-gentrification n'était presque plus là, donc c'était un vide rempli par la mode, etc. Donc, ou bien il y a cela, la ville a besoin de ce centre, ou bien une économie ethnique de proximité pour les pauvres est capable de s'ouvrir et de bénéficier de cette nouvelle centralité. Et là, c'est un enjeu culturel, artistique. C'est d'apprendre à ce qui est trop communautaire à ce niveau, non pas de quitter leurs éléments culturels pour devenir, disons, néolibéral, mondialisé, commercial. Non, mais pour réfléchir comment notre culture, notre économie peut aussi servir à l'autre. Quelle est l'interculturalité? Et là, la créativité est autre que celle de Florida, mais la vraie créativité, parce que c'est un vrai problème, parce qu'on ne connaît pas la réponse. Et la réponse est un questionnement très pratique et concret. Il y a sur la place communale l'enjeu, disons, du bâtiment communal au coin, qui est un lieu qui doit devenir Horeca. Alors, ou bien la commune dit on n'a pas l'argent pour rénover, pour faire un projet, etc. Qui veut l'avoir? Et donc, celui qui a réussi le Walvis et tous les autres qui a fait le reprend et fait un Walvis là, c'est bien parce qu'il y a plus de soleil même, c'est bien positionné. Donc, à ce niveau-là, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, ça amènera donc des gens comme nous, parce que je ne vois pas beaucoup de Molenbeekois quand même ici, donc des gens comme nous, on va aller boire notre pot là, nous, les agents de la gentrification néolibérale. Ou bien, on fait un projet interculturel, artistique, culturel, et on demande à cette jeunesse molenbeekoise, les stand-up, etc., ce qui s'exprime là, faites là un centre, mais qui est intéressant, pas seulement pour votre communauté, mais pour l'autre aussi. Et alors, les vraies questions se posent. Est-ce que moi, je peux venir avec ma femme là? Est-ce que je peux commander un verre de vin aussi? Est-ce que là, les questions se posent, mais pas d'une façon arrogante, si vous ne me donnez pas la main, je ne vous marie pas, qui est hors la loi d'ailleurs. Si vous n'êtes pas laïque né, je ne vous sers pas, parce que chez nous c'est comme ça. Donc une attitude très ethnocentrique, très communautaire. Ou bien on fait vraiment une évolution, une expérimentation, une dynamique interculturelle de faire bruxellois. Mais faire bruxellois, ce sera autre chose que communauté flamande ou communauté française. Donc on aura besoin de cette majorité de la population qui doit reprendre la capitale de l'Europe dans 20 ans. Parce que s'il y a une chose qui est sûre dans la science démographique, c'est que ceux qui ont 20 ans maintenant auront 30 ans dans 10 ans. Et que ceux qui ont 80 seront sans doute morts dans 10 ans. Et donc les gens qui gouvernent actuellement, en vieillissant, ils vont mourir et ils vont être remplacés par ces jeunes-là. Et là, on connaît la composition socioculturelle de la jeunesse bruxelloise. Alors la créativité, vraiment, c'est de travailler avec cette jeunesse-là
pour, disons, les respecter dans leur identité communautaire construite, en ouvrant cela à l'autre. Et donc, là, pour moi, le grand champ de travail de l'urbain, c'est justement le rapport à l'autre, et pas le rapport à soi, pas la reproduction. Et donc, l'autre, ça veut donc dire concrètement l'autre langue, l'autre ethnie, l'autre culture, l'autre génération. Et donc, le grand message pour faire Vivre ensemble, c'est ne faites jamais quelque chose seul. Hein. Tous ceux qui font leur truc seuls, de façon instituée, reproduisent. Et reproduisent surtout les fautes génétiques dans leur construction. Et c'est ce qu'on voit trop à Bruxelles. Et donc, en fait, l'enjeu de la créativité, c'est comment faire à Bruxelles une télévision urbaine, et pas deux. Comment faire le grand journal le soir avec des pages dans d'autres langues. Et ce n'est pas seulement une question formelle de raconter la même chose, parce qu'on raconte autre chose dans une autre langue et on n'a pas informé. Je pense que l'information doit circuler beaucoup mieux sur ce qui se passe réellement à Bruxelles. Hein, il y a le réseau des arts et le BKO qui fonctionnent ensemble. Il y a un plan culturel pour Bruxelles qui a été fait par les opérateurs ensemble. Il y a un accord culturel qui a été fait entre les opérateurs beaucoup plus tôt qu'entre les deux États en formation. Il y a eu les États généraux de Bruxelles. Donc il y a des expressions de cette urbanité qui est autre chose que la nationalité. Mais ce que je crois, et j'espère vous avoir convaincu, que la ville est une autre forme de vivre ensemble, où le social doit être détaché. Ça nous a pris un siècle de réfléchir comment vivre ensemble sans partager la religion. Je pense que l'enjeu maintenant est comment peut-on vivre ensemble sans partager nécessairement la culture. Et c'est aussi difficile qu'au XVIIIe siècle. Il faut d'abord rentrer dans la culture pour puis la mettre de côté, en réalité. Mais c'est quoi le social qui est multiculturel ou multireligieux? C'est ça l'enjeu. C'est trop facile de dire rentrer d'abord dans ma culture et puis on va vivre ensemble. C'est parce que ce n'est pas comme ça que ça va continuer à se faire. Et en ça, la ville est vraiment un projet de futur, mais qui est post-national, post-communautaire. Mais donc il faut d'abord déconstruire ces anciennes formes qui datent du XIXe siècle et que nous, on est en train de reconstruire et de subsidier fortement depuis 40 ans que la Belgique se fédéralise sur ce modèle-là, et pas sur un modèle urbain, et qui comporte donc, en réalité, c'est la suburbanité qui dirige les politiques et les politiques culturelles, et qui impose une vision sur la ville d'utilisateur. Donc la ville doit être ouverte, doit être accessible, sans trop d'étrangers, elle doit être propre, il faut des tunnels. Ça, c'est ma dernière phrase encore. 50% des Bruxellois n'ont pas de bagnole. Plus de la moitié de ceux qui travaillent à Bruxelles payent leurs taxes en dehors de Bruxelles, ne contribuent pas, mais c'est eux qui exigent que les pauvres Bruxellois maintiennent les tunnels pour qu'ils puissent rentrer et ne pas avoir assez d'argent pour faire leur propre transport en public. C'est ça un conflit qu'on va devoir vivre, je pense, et qu'un consortium de villes, c'est pour ça que je suis fortement impliqué aussi dans le Parlement mondial des villes qui s'est réuni la première fois à La Haye et qui est à côté de l'ONU, qui est un parlement des gouvernements, faisons un parlement de villes qui peut ouvrir cet autre agenda qui, pour moi, est radicalement différent de l'agenda national.